Bonjour à tous, c'est toujours pour moi un plaisir renouvelé de vous retrouver en ouverture d'antenne sur RTI 1. Vous suivez le 6h30. Le vice-président de la République était vendredi dans le district du Bas-Sassandra à San Pedro. Timoko Meliet Kone a inauguré l'usine de transformation du cacao GCB Coco. Elle est dotée d'une capacité de broyage de 60 000 tonnes de fèves par an, une capacité qu'elle portera à 240 000 tonnes à terme. Le compte-rendu de Mahama Traoré. San Pedro, deuxième ville économique de Côte d'Ivoire, accueille le 4e broyeur mondial de cacao. Entreprise familiale d'origine malaisienne fondée en 1985 et présente sur 4 continents, GCB Coco Company choisit de s'installer en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Ce vendredi, le vice-président de la République est à San Pedro pour inaugurer les installations. Pour le promoteur, ce n'est qu'un premier pas. Ce seront 60 000 tonnes de fèves qui seront annuellement transformées sur ce site qui pourra à terme transformer 240 000 tonnes après l'exécution des 3 autres phases d'investissement de 60 000 tonnes chacune. Cette ambition ravit le gouvernement engagé ces dernières années à hisser le niveau de la transformation locale du cacao à travers plusieurs réformes. Fort des avantages offerts par le gouvernement, les capacités de broyage sont passées de 730 000 tonnes par an en 2017 à 972 040 tonnes par an en 2022. Il me plaît d'indiquer que 5 nouveaux projets sont en cours de réalisation pour une capacité de broyage de 204 000 tonnes par an, devant ainsi porter la capacité globale de broyage de fèves de cacao en Côte d'Ivoire à 1 176 000 tonnes par an en 2023-2024. L'importance de cet investissement et l'ambition de GCB Coco Côte d'Ivoire de broyer à terme 240 000 tonnes de fèves traduisent l'engagement ferme de la société qui entend jouer un rôle majeur dans l'industrialisation de notre pays aux côtés des broyeurs déjà actifs sur ce segment de la grande transformation du cacao. Par une visite guidée, Timoko Meliet Kone contemple les installations de GCB Coco Côte d'Ivoire, une usine que fait fonctionner 341 employés en majorité des jeunes. Une fierté pour le vice-président de la République. Toutes nos félicitations à cette unité que nous avons vue et qui est une unité de premier rang. Et nous espérons que cela va profiter à la région d'abord de San Pedro, à notre pays et surtout à la jeunesse. Nous y tenons parce que c'est une usine moderne qui a besoin de talents modernes. Donc, jeunesse, vous avez une chance, saisissez-la. 5e usine de transformation de cacao à s'installer à San Pedro sur l'ensemble des 14 que compte le pays. GCB Coco Côte d'Ivoire va fabriquer du beurre et de la masse de cacao semi-fini à 90%, principalement exporté vers l'Europe. 60 millions de francs CFA, c'est le don en matériel informatique offert au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un geste rendu possible grâce au contrat de désendettement et de développement, le C2D. Il vient renforcer les capacités des universités publiques de Côte d'Ivoire dans le domaine du numérique. Le reportage de Massati Ouattara dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Des ordinateurs portables, des imprimantes et appareils audiovisuels remis au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, offerts par le C2D. Ces équipements numériques d'une valeur de 60 millions de francs CFA renforceront les capacités des étudiants issus des universités publiques du pays. Cette activité était prévue dans une logique de renforcement du développement du numérique éducatif en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est quand même de rendre plus performant le système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique en s'appuyant sur le numérique éducatif. Nous avons tous compris l'importance du numérique de façon générale dans l'amélioration de notre travail au quotidien. Je voudrais dire à quel point j'apprécie à sa juste valeur cette activité du C2D qui nous permet de disposer ce jour des équipements informatiques.
J'exhorte tous les bénéficiaires du cabinet, des directions générales et centrales à en faire un bon usage. 17 espaces numériques et 3 Fab Labs sont en activité dans les universités publiques. 8 autres centres réservés aux technologies de l'information et de la communication sont prévus dans les années à venir. On reste dans le milieu de l'éducation. L'opération des affectations en ligne des élèves de 6e et le 3e va démarrer la semaine prochaine. Les parents d'élèves sont donc invités à procéder au choix des établissements de leurs enfants. L'éclairage de Walter Amadou Ouattara. La dématérialisation des actes administratifs continue d'être une réalité au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Initiée en 2018, l'affectation en ligne des élèves en classe de 6e en est une parfaite illustration. Au titre de la session 2023, les admis au CPE avec 85 points débutent l'opération. TGP de 153 à 170 points. À partir du mardi 25 juillet 2023 à 23h59. De 136 à 170 points à partir du mercredi 26 juillet 2023 à 23h59. De 85 à 170 points à partir du jeudi 27 juillet 2023 à 23h59. L'orientation affectation en seconde A ou C selon les 3 phases suivantes. Moyenne d'orientation supérieure ou égale à 14 sur 20 à partir du jeudi 10 août 2023 à 23h59. Moyenne d'orientation supérieure ou égale à 12 sur 20 à partir du vendredi 11 août 2023 à 23h59. Moyenne d'orientation supérieure ou égale à 10 sur 20 à partir du 12 août 2023 à 23h59. Pour chaque niveau, 6e et seconde, l'entrée dans les établissements d'excellence est soumise à des conditions spécifiques disponibles sur le site de la DOB, www.mendob-ci.org. Le processus consiste à orienter et à affecter les élèves concernés à l'aide d'un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile en envoyant DOB par message au 99 91. Le coût de l'opération est de 200 francs, prélevé uniquement sur le crédit de communication et dure au maximum 5 minutes. Nous encourageons vivement les élèves et leurs parents à choisir eux-mêmes une série et un établissement d'accueil afin d'éviter les réclamations après publication des résultats. L'orientation en ligne est un pan du projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux citoyens, PAG-DS, un projet financé par la Banque mondiale. On parle maintenant de la 5e édition des journées scientifiques de l'INSAC. Les participants ont planché sur comment repenser l'éducation artistique sur le continent africain. Enseignants, chercheurs, universitaires et étudiants ont pris part aux travaux. Notre commentaire dans un reportage de Serge Pacomdidi. Plusieurs personnalités du monde du spectacle et des arts se sont réunies à Abidjan pour repenser l'éducation artistique et culturelle sur le continent. Ces assises, les 5e du genre, se tiennent à l'INSAC, qui initie à cet effet des journées scientifiques. La thématique de cette édition parle de culture et d'éducation. Comment est-ce qu'on se réconcilie avec notre culture pour dégager de cette culture les forces, les dispositifs éducationnels qu'elle présente pour venir à la rescousse du système éducatif qu'on vit aujourd'hui. Des journées qui se veulent un cadre d'échange et de partage qui vise à faire comprendre au mieux la contribution de l'art et de la culture au développement d'un pays. Nous sommes dans un secteur où les apprenants doivent s'approprier plusieurs questions, notamment l'auto-employabilité, notamment l'entrepreneuriat, notamment la recherche pour rendre dynamique leur création. Une initiative saluée par le ministère de la Culture et de la Francophonie qui appelle à vulgariser ce genre de rencontres. Le représentant de la ministre de la Culture et de la Francophonie a aussi invité les formateurs à poursuivre leurs efforts. Nous partons avec la conviction
que les enseignants-chercheurs qui font leurs preuves au quotidien et remarquablement seront, avec une dextérité, définir une pédagogie d'appoint qui s'adapte et qui répond à la résilience et à l'expression consensuelle de ce que le ministère de la Culture et de la Francophonie a décidé de porter à l'INSAC comme véritable incubateur de formation. Des prestations artistiques d'étudiants ont rythmé les dites journées. Double cérémonie à l'EMPT de Bingerville. Vendredi, c'était le baptême de la 77e promotion sortante des enfants de troupe et la remise de prix aux meilleurs élèves. Une cérémonie de distinction qui a permis de récompenser les efforts de 87 brillants apprenants. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Walter Amadou Ouattara. Le travail bien fait conduit évidemment à la récompense. On le voit à travers cette cérémonie à l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville qui permet de remettre 87 prix aux 3 meilleurs élèves de chaque classe. Cette année, les filles ont empoché 51 prix, dont 6 sont revenus à Ange Victoria Kra Ngri de la terminale C. Le commandant école réaffirme l'ambition d'excellence de l'établissement. Rehausser le niveau académique des élèves et à les rendre plus performants aux examens à grand tirage. Les premiers résultats de cette fin d'année sont de nature à nous conforter et à croire que chaque personnel de notre établissement en a fait sien le slogan de cette année scolaire. Objectif 100% à l'MPT, je m'y engage. Ainsi, ces résultats sont au BPC 100%, au brevet de technicien en électronique 100% et au brevet de technicien en mécanique, véhicule et engin 100%. Après cette bonne année passée ici, la 77e promotion sortante d'enfants de troupe, composée de 6 nationalités autres qu'ivoiriennes, passe le flambeau. Elle est baptisée au nom du général de brigade Diarasouba Bakari, directeur général des affaires stratégiques au ministère d'État, ministère de la Défense. Mes filleuls, votre objectif maintenant doit être de réussir les études supérieures dans les différentes voies dans lesquelles vous allez vous engager. Le chemin qui se profile devant vous comportera son lot de difficultés que vous ne pourrez vaincre que par votre détermination et votre ardeur au travail. Pour avoir contribué à la rénovation de cet établissement de renommée internationale, bâti en 84 ans d'existence, le président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a reçu la reconnaissance des anciens enfants de troupe et des dirigeants actuels de l'EMPT. Il avait à ses côtés Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, ainsi que plusieurs autorités de l'armée ivoirienne. Cette semaine, le dossier VDC de la rédaction de RTI 1 s'intéresse au grand brûlé du CHU de Cocody. Le centre reçoit chaque année un peu plus de 500 patients. La rédaction s'est surtout intéressée à leur réinsertion dans la société. Une fois sortis de l'hôpital, comment est-ce que ces derniers sont-ils perçus par la société? Comment affrontent-ils le regard des autres? La réponse dans ce dossier de Mohamed Khalil Diomandé et Serge Coléa. Attention, âme sensible, s'abstenir. C'est du jour au lendemain. Ma vie a été détruite. Quand je pense à ça, ça me fait très mal. La vie de Korotoum, 28 ans, bascule un soir du 14 mai 2021, victime de l'explosion d'une bouteille de gaz en cuisine alors qu'elle travaillait comme domestique. La jeune femme est brûlée au 3e degré. Elle passe plusieurs mois de soins intensifs au centre des grands brûlés de Cocody. Une fois sortie de là, c'est un nouveau départ. Tout recommencer à zéro et affronter le regard de la société. Aujourd'hui,
Je ne peux plus travailler pour avoir l'argent. Quand je sors, là, les gens me regardent beaucoup. Quand tu t'en vas quelque part, tu te renseignes. Là. Les gens pensent que c'est pour dire bonjour, je veux de l'argent. 4 ans, c'est le nombre d'années qu'aura passé Korotoum comme domestique au domicile de la famille où s'est produit son accident. Elle dit avoir reçu la somme de 500 000 francs CFA de son ancienne patronne. Celle-ci a rompu tout contact avec elle aujourd'hui. Depuis elle est quittée ici aussi. Elle ne m'a pas appelé un jour, dit Koro, et ta santé, c'est comment? Je l'appelais aussi. Quand j'appelle, le téléphone sonne, ça ne décroche pas. Je ne savais pas qu'un jour, si le problème arrive, on peut m'oublier totalement comme ça. Depuis 2 ans, le quotidien de Korotoum est fait de prières et d'espoir. Bien que déterminée à se reconstruire, elle est freinée par l'invalidité de ses mains. Seule une intervention chirurgicale peut la sauver. Ahmad, 24 ans, est lui aussi un grand brûlé. Son cas relève d'un accident de travail survenu en décembre 2020. Après un appui médical d'une semaine, son entreprise le laisse livrer à lui-même. Il n'a pas été déclaré à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. À un moment donné, on dit qu'ils ont trop perdu, ils ont trop dépensé, donc ils ne peuvent plus me soigner, que donc les parents n'ont qu'à prendre le reste. Je suis devenu une charge pour les parents. Lorsqu'il se remet de ses brûlures après environ 9 mois, Ahmad frappe à la porte de son employeur, espérant être réintégré. Il est tout simplement refoulé à son grand désarroi. Quand je suis parti à la société, mon patron, dès qu'il m'a regardé, m'a chassé. C'est quelle entreprise tu vas partir avec ces images? Plus que toi-même, ton entreprise, on te chasse. Tu vas aller t'arrêter devant quel patron pour dire que tu travailles? Tu ne sais même pas compter sur quoi. Tu ne sais même pas, souvent tu es assis, tu ne sais pas comment tu vas faire pour manger. Plus d'emploi, plus d'économie. Ahmad a perdu tout espoir. Que disent les textes juridiques relatifs à la sécurité au travail? Quelle issue pour les accidentés de travail non déclarés à la CNPS? Nous nous sommes référés à la directrice de la santé et de la sécurité au travail au ministère de l'Emploi et de la protection sociale pour nous éclairer. Tout travailleur du secteur privé formel doit être déclaré auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc, si ce travailleur-là n'est pas déclaré, ça c'est une infraction de l'employeur. Donc, justement, c'est lorsque le travailleur va venir auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour déclarer son accident, on va saisir l'inspection du travail qui va rentrer en jeu. Selon les dispositions du Code du travail, l'employeur a obligation d'assurer la préservation de l'emploi de son travailleur accidenté. Un employeur qui a son travailleur qui a été victime d'accident de travail n'a pas le droit de le jeter à la porte du jour au lendemain. Il doit veiller à lui trouver un poste adapté à sa nouvelle condition physique. La question du respect des droits des grands brûlés et l'amélioration de leurs conditions de vie, Rose de Souza en a fait son cheval de bataille. Elle accompagne depuis 2021 les personnes brûlées à travers son association. Les grands brûlés sont stigmatisés. Il n'y a pas de pitié envers ces personnes-là. On ne les considère même plus comme des êtres humains à la limite. Qui peut manger avec une personne qui a été brûlée vraiment? Qui peut acheter la marchandise d'une personne qui a été brûlée? Des enfants ne reconnaissent même plus le visage de leur mère. Il faut dire qu'il y a un taux élevé de suicide au milieu des anciens grands brûlés. C'est justement pour empêcher les cas de suicide que la prise en charge psychologique de ces personnes revêt toute son importance. Il y a le choc traumatique qui est lié justement à la brûlure qui réapparaît de façon continuelle, même dans le sommeil de la personne. Ça hante la personne. On peut corriger les choses par la chirurgie plastique. La chirurgie réparatrice peut intervenir, c'est vrai. Mais avant que cela n'intervienne et après que cela intervienne, il y a l'aspect psychologique de la personne qui est à prendre en compte. Selon une étude menée par la Société de l'anesthésie-réanimation d'Afrique francophone, le Centre des Grands Brûlés d'Abidjan reçoit plus de 500 patients par an. Des patients qui, à l'image de Korotoum et Ahmad, nourrissent un seul espoir, celui d'être acceptés
pour ce qu'ils sont devenus une fois sortis de l'hôpital et poursuivre sans préjugés le cours normal de leur existence en se donnant les moyens de se prendre en charge. Grand brûlé, quelle vie après un dossier à revoir sur RTI 1. Dans l'actualité internationale au Sénégal, l'opposition se divise à l'Assemblée nationale sur les lois issues du dialogue national. Le vote de 2 projets de loi a mis en lumière un changement des rapports de force depuis l'installation des députés en septembre dernier. À l'approche de la présidentielle prévue en février 2024, le bloc de l'opposition n'en est plus un. Désormais, chaque parti politique suit sa ligne, des divergences étant apparues au grand jour entre le PASTEF d'Ousmane Sonko et Taksaou Sénégal de Khalifa Sall, tous 2 membres de la coalition. Et puis au Mali, la nouvelle constitution a été définitivement adoptée. La Cour constitutionnelle a proclamé vendredi à Bamako les résultats définitifs du référendum sur le nouveau projet de constitution. Le texte a été adopté avec 96,91% de voix. Le taux de participation n'a pas bougé, il est resté à 38%. De nombreuses requêtes introduites devant la Cour constitutionnelle ont également été rejetées. Des associations et partis politiques avaient par exemple demandé l'annulation du scrutin référendaire, arguant qu'il ne s'était pas déroulé sur l'ensemble du territoire national. On s'arrête ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce point d'information. Restez surtout sur RTI 1 et moi je vous dis à demain matin.